On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de francisation et d'alphabétisation avec l'organisme La Porte Ouverte, sa nouvelle directrice générale. Mais d'abord, lui, il est avocat, il est citoyen, aussi conseiller municipal à Saint-Bernard-de-la-Colle. Il est allé voir en Suède comment se passait le traitement de la pandémie de la COVID et on le rejoint là-bas, dans le nord du pays. Bon, vous le savez, la pandémie, c'est quelque chose de mondial. Chaque État a ses propres mesures sanitaires ou à tout le moins aussi un réseau de la santé qui, dans certains cas, est meilleur ou moins bon. Évidemment, on entend souvent parler de l'exemple de la Suède, et c'est comme ça depuis plusieurs mois, en fait, depuis le début de la pandémie, où la Suède a pris des décisions qui vont un peu en sens opposé des autres grandes nations dans le monde. Il y a un Québécois, un citoyen du Haut-Richelieu, il est avocat, conseiller municipal à Saint-Bernard-de-la-Colle, mais il a décidé de son propre chef d'aller voir ce qui se passait en Suède, et on le rejoint à l'instant. Dans le nord de la Suède, André Lafrance, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment ça va, Éric? Très, très bien. D'abord, expliquez-nous un peu à quel endroit précisément vous vous trouvez en ce moment. Ben écoute, je suis en direction de la mer du Nord, finalement, l'extrême nord de la Suède. J'ai commencé mon périple finalement à l'extrême sud. Je suis passé par Stockholm. Et puis là, je suis stationné sur le bord de la route en Laponie. En fait, on a passé proche de frapper les reines du Père Noël parce que c'est Ouais. eux autres qu'on voulait voir, puis on les a finalement vus. Bon, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous rendre en Suède. Ben, écoute, Éric, comme je t'avais dit l'autre fois lors de notre entrevue, peut-être un peu en privé, je trouvais que le gouvernement du Québec exagérait un peu les mesures. Puis je voyais l'exemple de la Suède, mais je me rendais compte que Québec ne voulait pas trop parler de la Suède. Alors j'ai décidé, moi, de venir voir par moi-même, avec mes yeux, puis avec la caméra, ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai fait des directs un peu à tous les jours, d'endroits différents à chaque jour, que ce soit chez Ikea, dans la rue, dans les restaurants, dans les musées, etc., pour que les gens puissent voir exactement le mode de vie des Suédois aujourd'hui. Bon, juste question pour qu'on mette quelque chose au clair, parce que dans les gens qui remettent en cause, disons, les règles sanitaires, il y en a de tous les genres. Parfois, on parle de complotistes, de négationnistes. Vous n'êtes pas là-dedans. Là. Je veux dire, vous niez pas l'existence du virus. Vous n'êtes pas Non, dans non, les non. complotistes qu'on voit là, dans des manifestations qui n'ont pas trop d'allure, disons. Là. Non, non, écoute, moi, je peux pas, je nie pas l'existence du virus. Le virus existe, en fait, il est reconnu par à peu près toutes les nations de la planète. Il y a des gens qui veulent peut-être soumettre certaines idées relativement au fait qu'il pourrait y avoir un complot mondial pour contrôler la population. Mais moi, c'est pas là que je suis. Moi, je suis au niveau du fait on adopte des mesures sanitaires qui sont, selon moi, justifiées au Québec par rapport à ce que je vois en Suède, là. Ça Bon, fait 10 jours que je suis en Suède et je suis ici pour un autre 10 ou 15 jours, là. donc, pas complotiste, pas négationniste. Est-ce que vous vous considérez comme un anti-masque? Euh, Pas nécessairement comme un anti-masque, mais comme quelqu'un qui questionne le gouvernement, en fait, qui questionne les députés de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a le gouvernement, mais il y a aussi 125 députés à l'Assemblée nationale. Il y a Québec solidaire qui fait rien. Il y a le Parti libéral qui dort au gaz, puis que finalement, la seule chose que ces gens-là trouvent à dire, c'est qu'il n'y a pas de note écrite sur les mesures sanitaires qu'Horacio Arruda aurait proposées au gouvernement. Alors moi, non, je suis pas un anti-masque. Si le masque aurait été utile, oui, j'aurais dit fine, mais de la façon que je me suis fait expliquer par les professionnels de la santé en Suède, le masque est plus dangereux que d'autres choses. Donc, le masque est bon pour des utilisations à très court terme, pas des utilisations à long terme, mais à très court terme, pour des usages très spécifiques, comme par exemple pour prendre le métro, des choses comme ça. D'ailleurs, en Suède, il y a une personne sur 1000, selon mes observations, qui porte le masque dans le métro. Bon, quelles sont d'ailleurs vos premières observations? Quand vous êtes atterri à Stockholm, c'était quoi le premier constat dans l'aéroport même? C'est un choc total. Nous, on s'en vient avec nos masques. On a l'air des clowns, finalement, relativement aux gens qui sont dans l'aéroport. Il n'y a personne de masqué à l'aéroport de Stockholm. Quand j'étais à l'aéroport de Francfort, oui, parce que j'ai porté le masque à partir du moment où je suis embarqué dans l'avion à Montréal, jusqu'à Francfort ou à Francfort, je vais vous dire franchement, enlevé pour faire un reportage en direct, parce qu'il y avait tellement de monde qui défiait aussi à Francfort l'autorité que je me suis dit, ben aussi bien le faire moi aussi.
Bon. Et une fois que vous arrivez dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les centres d'achat, quel est le constat que vous avez fait à Stockholm? Bien, le constat que j'ai fait, il y en a un qui est assez spécial, c'est chez IKEA, où sur le plancher partout, il y a les marques là, qu'on voit au sol, le 1,5 m là, qui est prévu par l'Union européenne. J'ai eu de la difficulté à trouver la bouteille de Purell. Franchement, pour un IKEA qui est à peu près le tiers de la grosseur d'un IKEA ici au Québec, il y avait une bouteille de Purell qui était grosse comme ma main à peu près, là, pas plus haute que ça, puis j'ai eu de la difficulté à la trouver. Hier, je suis allé dans un autre, il y en avait une qui était très haute, mais est-ce qu'elle comprenait quelque chose jusqu'en bas? Mais juste la trouver, c'est quelque chose. On ne la voit pas de visu en entrant, il n'y a personne qui nous dit quoi faire. On entre comme si c'était avant. OK. Puis dans les hôtels, dans les centres d'achat, dans le transport en commun? Rien, aucun masque, à peu près 1 sur 1000. Et j'ai posé la question. J'ai posé la question hier à une dame qui m'a dit je porte le masque parce que je ne me sens pas à l'aise quand je suis proche des gens. Il y en a une deuxième qui me dit que c'était son employeur qui la forçait. C'était une Danoise qui était là voyons, pour le travail ou quelque chose du genre. Mais à part de ça, les gens qui portent le masque, c'est comme on dit, une très faible minorité de gens. Bon, par contre, vous êtes allé dans un restaurant de bannière américaine de type McDonald's, où là, semble-t-il, c'est différent. Ah, chez McDonald's, premièrement, c'était dégueulasse, là, juste pour vous dire que la nourriture à Montréal est 100 fois meilleure. Oui, chez McDonald's, il y avait en fait, des plexiglas partout. Il y avait des tables qui étaient barrées avec les choses jaunes, là, comme on voit chez nous, là, une table sur deux. Là, j'ai vu vraiment comment c'était aux États-Unis, que c'était exactement comme chez nous, là. Mais pas de masque. On regardait ça au printemps dans la stratégie suédoise, c'est-à-dire de dire, bon, rapidement, on a enlevé les événements de 50 personnes et plus, on a dit aux gens de favoriser le télétravail et d'appliquer une distanciation entre les individus, mais c'est une recommandation sur une base personnelle sans imposer le masque. Donc, la Suède a roulé comme ça quand même pendant une assez longue période. Oui, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, tout est réouvert. En fait, ça a débuté en mars, cette chose-là, jusqu'en mai. Il y avait des limitations où le télétravail était favorisé, mais maintenant, tout le monde est de retour au travail. Les autobus sont pleins à tous les jours. Le métro, en fait, c'est plein aussi. Les restaurants sont pleins. C'est la vie normale, en fait. C'est exactement ce que vous connaissez avant le 13 mars ici au Québec, là. Par contre, puis c'est là que je veux vous entendre, je regardais hier pour nous le téléjournal de Radio-Canada à 22 heures, qui montrait certaines statistiques et qui disait, bien, la Suède va peut-être, par contre, resserrer certaines mesures. On voyait l'hygiéniste en chef là, qui disait la chose suivante, écoutez, là, en tout cas pour les grandes villes comme Stockholm, qu'on va peut-être imposer le port du masque, à tout le moins dans les transports en commun, et comptant vouloir resserrer certaines mesures. Là, évidemment, vous êtes dans le nord du pays, mais est-ce que vous sentez ou est-ce que vous entendez dans les médias, quoi qu'évidemment, ce n'est pas notre langue à nous, mais est-ce que vous avez vu ou su que la Suède va peut-être resserrer, disons, certaines mesures, surtout dans les grands centres? Il ne se passera rien de ça. Moi, j'ai parlé avec un professionnel de la santé, j'ai soupé avec un professionnel de la santé et je lui ai posé la question. Il dit non, ça n'arrivera pas, cette histoire-là, parce que justement, les études internationales sérieuses sur le port du masque démontrent son inefficacité. Alors ça, c'est un professionnel de la santé qui travaille dans le département d'orthopédie de l'hôpital de Stockholm, d'un des hôpitaux de Stockholm. Et là, j'ai posé la question, est-ce que vous croyez qu'il y aura des mesures sévères comme on a au Québec, port du masque obligatoire et tout ça? Il dit, c'est impossible que ça arrive ici en Suède parce qu'on est rendu où on est rendu et on n'a pas plus de morts qu'ailleurs, on n'a pas plus de... En fait, il y a beaucoup de cas, mais il y a une crainte de résurgence, mais pas une crainte de résurgence dans les hôpitaux. Bon. Mais ça, c'est la grosse différence, parce que quand vous dites faire attention, parce que je regardais les statistiques sur la mortalité, disons le nombre de décès par tranche de millions d'habitants. Actuellement, la Suède est au 17e rang dans le monde avec une moyenne de 585 décès par million d'habitants. Le Danemark est 72e, la Finlande 97e, la Norvège 104e et le Canada est 37e. Donc, la Suède n'est pas dans les pays avec le meilleur bilan de décès, mais ma compréhension, c'est que le réseau de la santé est probablement moins à risque que celui du Québec ou de d'autres nations dans le monde.
Bien, en fait, ça, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que je l'ai posé la question. Effectivement, le réseau suédois, en fait, se sépare en deux choses. Il y a le réseau de la santé qui sont les hôpitaux, mais il y a aussi ce qu'on appelle leur CHSLD. Le gouvernement suédois avait décidé de couper dans les deux cas, avait décidé d'implanter du privé dans les deux cas, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand la pandémie est arrivée, il n'y avait plus d'inventaire de masques. En fait, ils se sont retrouvés dans les mêmes conditions que le Québec, sauf qu'ils se sont retournés beaucoup plus rapidement que nous sur les mesures à prendre dans les hôpitaux, de sorte qu'ils n'ont pas justement empêché les chirurgies urgentes. Les Ouais. chirurgies non urgentes étaient toujours continuées, sauf que celles qui étaient vraiment pas urgentes, eux autres ont été éliminées. Au moment où on se parle, la Suède fonctionne normalement dans tous les hôpitaux. J'ai Ouais. couché en face d'un hôpital hier, Ouais. et puis je suis allé en face, et puis tu vois que les gens rentrent et ressortent comme à l'habitude, là. Mais tu sais, j'ai regardé évidemment plusieurs de vos reportages sur votre page Facebook. Puis, tu sais, je regarde aussi l'actualité où on voit qu'en Italie, on va peut-être reconfiner. En France, on impose maintenant un couvre-feu à 21 heures le soir. Hier, en France, on avait 50 000 nouveaux cas, ce qui est à peu près l'équivalent de 6 000 pour le Québec. Mais le réseau de la santé français commence, disons, à être un peu limité. Alors que chez nous, on voit des vagues de démission, du temps supplémentaire obligatoire, l'utilisation des agences, des nouveaux préposés qui arrivent. Dans le cas de la Ville de Québec, où on a délesté certaines chirurgies. Dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que les mesures sanitaires d'une nation à l'autre varient selon la capacité du réseau de la santé. Au final, c'est ça. Ben peut-être, mais ce que vous me dites là, ça fait 30 ans qu'on vit ça Je au sais. Québec. Mais Il dans n'y le a fond, rien qui a ouais. changé. Mais c'est ce que j'en déduis. J'en déduis qu'au Québec, on a des mesures sanitaires plus strictes qu'ailleurs, mais on a probablement un des réseaux de la santé qui, malheureusement, est le plus sous pression. Écoutez, moi, je ne suis pas prête à dire ça parce que je connais des gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Je connais des gens assez proches du réseau de la santé, dans la direction des CIUS. Je ne suis pas prête à dire ça, qu'on n'est pas prête à affronter la situation. Le gouvernement Legault, ce qu'il a fait, là, il a littéralement fait peur à tout le monde, puis les gens ont abandonné le réseau de santé. On a plusieurs cas maintenant, mais on n'a personne dans les hôpitaux. Ils sont toujours vides. Allez voir à l'hôpital du Haut-Richelieu, prenez votre auto, rentrez là-dedans, allez voir l'urgence. L'urgence, c'est comme à l'habitude, il n'y a rien qui a changé. S'il y a quelque chose, il y a moins de cas qu'avant dans les urgences au Québec. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le message gouvernemental. Qui viennent donc en Suède voir ce qui se passe. Les journalistes disent un peu n'importe quoi sur la Suède. Ils prennent des chiffres, mais ces chiffres-là ne veulent rien dire tant qu'on ne s'est pas rendu sur le territoire, qu'on n'est pas rentré dans une école, qu'on n'est pas rentré dans un hôpital, qu'on n'a pas parlé au personnel de la santé, puis qu'on n'a surtout pas parlé aux citoyens. Alors, c'est facile d'interpréter une situation à distance quand on n'est pas là, puis de dire un peu n'importe quoi. Bien, c'est exactement ce que le premier ministre du Québec fait depuis quelque temps. Il dit n'importe quoi. Et il est mal informé. Et malheureusement, la politique est en train de détruire la situation parce que Arruda l'a dit depuis le début. Si on avait peut-être écouté Arruda, on ne serait peut-être pas rendu où on est rendu aujourd'hui. Parce que c'est lui le professionnel de la santé, c'est lui qui sait quoi faire. Mais le gouvernement Legault, le problème, là, c'est qu'il prend des décisions par sondage. Et s'il venait voir ce qui se passe en Suède, peut-être qu'il changerait son fusil d'épaule, mais ils ne veulent pas, surtout pas venir voir. Ils vont toujours nous donner l'exemple de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Quand est-ce qu'on nous parle des pays nordiques? Jamais. Mais On ne en veut pas même nous en temps, parler. Quand est-ce qu'on nous ouais. parle de la Biélorussie? Jamais. Mais en même temps, la Suède n'est pas le pays qui a le meilleur bilan dans le monde en nombre de morts. Ils ont peut-être un bon réseau de la santé, mais ils ont quand même beaucoup de morts par rapport à d'autres nations. Ben, ça, c'est. Est-ce que nos morts au Québec sont vraiment le nombre qu'on a? Est-ce que le nombre de morts aux États-Unis, c'est vraiment le bon nombre? Vous savez que l'OMS a révisé à la baisse la plupart des statistiques données par les gouvernements parce que par association, souvent, on va qualifier des morts COVID qui ne sont pas des morts COVID. Donc, vous savez, moi, là, je ne regarde plus ces statistiques-là. Moi, les statistiques, je vais les regarder, savez-vous quand? Quand on va avoir le bilan final de l'année 2020 par rapport à l'année 2019, 18, 17, 16, 15. Quand on aura ce chiffre-là au bout de l'année de combien on a eu de morts hors tout, peu importe les conditions de santé, peu importe qu'on l'ait qualifié COVID ou non. On prend tous les morts au Québec. Mettons qu'on en a eu, je ne sais pas, moi, 68 000 l'an passé, puis qu'on en a 68 900 cette année. Ben, en fait, COVID en a fait 900. On ne sait pas encore, ce chiffre-là.
Alors, les gouvernements nous disent n'importe quoi. Là, il faut tout réouvrir au Québec. C'est assez le niaisage, il faut tout réouvrir. C'est Monsieur fini, il faut arrêter d'avoir peur de notre ombre. Là. André Lafrance, merci beaucoup de nous avoir donné ce point de vue-là en direct de la Suède. Hey, ça me fait plaisir, Éric. Reste avec nous. Au retour, on vous parle d'alphabétisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, football et Macédoine. Coach Alex Surprenant est avec nous, suivi de l'informateur joannais William Julien. Quand je dis de Macédoine, il est plus la carotte ou les petits pois, lui? Les deux. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons d'alphabétisation, parlons de la porte ouverte, qui veut aussi peut-être redevenir un joueur de premier plan. Bref, il y a beaucoup d'actions ces temps-ci, avec une nouvelle directrice en la personne de Manon Tremblay. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce qui nous vaut votre venue en tant que directrice générale de la porte ouverte. Ben d'un, ça faisait 5 ans que je travaillais à Montréal dans des organismes communautaires, à les remonter et tout. Et j'ai vu une belle opportunité, connaissant l'organisme. J'ai proposé ma candidature et elle a été acceptée avec grand bonheur suite à l'expérience que j'ai. Donc, je suis arrivée là-bas et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à rebâtir, à créer, à inventer, et pas se réinventer, mais bien inventer. Et puis, ben, j'ai décidé de relever le défi avec grand plaisir, avec 2 belles équipes au niveau de mon conseil d'administration et de l'équipe de travail. C'est extraordinaire. Quel est l'état des lieux? Parce qu'un organisme à but non lucratif, c'est souvent en dents de scie. Parfois, ça va bien, parfois, ça va moins bien. Il y a des enjeux de financement. Est-ce que les gens du CA s'impliquent ou s'impliquent pas? Il y a beaucoup d'impondérables, un organisme. Puis parfois, on obtient une certaine stabilité pendant certaines années, puis après ça, à un moment donné, ça repart un peu en dents de scie. Bref, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de la porte ouverte? Bien, présentement, évidemment, on le sait, puis vous le savez aussi, le financement, c'est le cheval de bataille de tout organisme. En temps de COVID, c'est vraiment pas le meilleur temps pour aller chercher des subventions. Donc, on met beaucoup l'emphase présentement sur la restructuration, la réorganisation au niveau de l'offre de services, francisation et alphabétisation, et aussi au niveau du Centre du livre usagé, qui est aussi un peu notre petit pourvoyeur pour être capable de payer ces formations-là. Donc, on est en train de rebâtir tout ça. Il y avait beaucoup au niveau de l'administration, certaines lacunes qu'on travaille. J'ai un CA qui est excessivement impliqué. Moi, d'emblée, j'ai décidé qu'il y aurait des réunions d'équipe, ce qu'il n'y avait jamais eu. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de créer, depuis le 14 septembre que je suis en poste, on en a déjà eu 3 avec l'équipe de travail. Et j'ai des administrateurs qui viennent s'imbriquer dans les comités qu'on a créés au niveau de la gestion bénévole, au niveau de la gestion des classes aussi. Donc, j'ai des bénévoles qui s'impliquent. Des bénévoles qui s'impliquent au Centre du livre usagé pour qu'elle soit à la caisse, qu'elle fasse du classement au niveau des livres, comment on va mettre ça dans le placer, que ce soit le plus accessible et le plus beau possible pour la clientèle. Bon, la pandémie, outre évidemment le financement, au niveau de votre modus operandi, votre logistique à l'interne avec le contact, comment ça fonctionne, présentiel, virtuel, bref, comment ça fonctionne ces temps-ci? Bien, avant que j'entre en poste, évidemment, les classes étaient fermées, donc pendant l'été, heureusement. Mais quand c'est arrivé au mois de mars, bon, bien, les classes ont été vidées. Et quand on est arrivé en septembre, on a présentement été obligé de respecter la distanciation sociale et toutes les normes sanitaires. Donc, au lieu d'avoir des classes d'une vingtaine d'étudiants, on a des classes de 9 étudiants. Donc, ça fait une très grosse différence. Donc, ils sont, on a 2 salles de classe en haut. Et j'ai un enseignant en éducation populaire qui fait la francisation et aussi les notions visant le TENS, donc au niveau de l'accompagnement. Et j'ai mon autre enseignante qui s'occupe de la francisation auprès des immigrants.
Donc, 2 classes de 9 pour le moment, c'est ce qu'on peut se permettre selon ce qu'on nous a donné comme norme. Et la clientèle chez vous, donc, il y a la clientèle immigrante qui vient apprendre le français, qui certainement sera utile le moment venu sur le marché du travail. Mais est-ce qu'il y a aussi encore des cas d'analphabétisme qui tentent de venir corriger ça chez vous? Oui, oui. Bien, au niveau justement nous autres, on aime bien le terme personne en situation d'apprentissage. Analphabète, on accroche un petit peu, on s'entend. Ouais. Et puis, ça peut être très péjoratif, très mal vu. Donc, les personnes en situation d'apprentissage, on en a encore. Présentement, j'en ai 2 là, qui sont, le temps que je suis ici, qui sont là-bas, qui sont en train de terminer un primaire, un secondaire, en vue d'obtenir justement un secondaire 5, d'être capable d'aller plus loin. Et puis, on a une première qui s'était jamais vue. On va avoir une dame qui va venir en travaux communautaires, et plutôt que de faire du ménage et tout, on a une entente avec l'agent de probation, elle va faire sa formation. Donc, ça va être en temps communautaire. C'est une première. On espère que ça pourra se répéter pour aider des gens à aller un petit peu plus loin puis à s'accomplir mieux dans leur vie. Fait que présentement, c'est là-dessus qu'on travaille. Vous parlez du centre du livre usagé. En fait, il y a 2 volets parce que, vous savez, quand on fait le ménage à la maison, parfois on prend des vêtements puis on va mener ça dans des cloches jaunes. Mais parfois aussi, on fait du ménage dans nos livres puis on aime bien ça aller les porter chez vous sur la rue Frontenac, en face de l'École des métiers. Mais parfois, c'est comme les bacs, ça déborde parce que les gens sont très généreux, c'est plaisant, mais il faut gérer ça, là, tous ces livres-là. Ça, c'est quoi la logistique aujourd'hui avec ça? Je vous dirais, on a été obligé de demander à certains de nos fournisseurs de livres usagés de reporter parce que cet été, on a un gros hangar sur le côté, 81 Frontenac, en face de l'École des métiers. On a un gros hangar qui était rempli du plancher au plafond avec des caisses soit c'est des individus, des fois c'est des entreprises, des fois c'est des écoles aussi. On a de grosses entreprises aussi qui nous donnent tout ça et ça débordait. Moi, quand je suis rentrée en septembre, on était rendu à la moitié de ces livres-là qui avaient été triés. Donc, on fait 2 types de triage, c'est-à-dire, on a le triage pour les bouquins qu'on va garder dans notre centre du livre, qu'on va leur donner cette deuxième vie-là de pouvoir être achetés par des gens, puis lus et qu'ils en profitent. Puis on a l'autre volet qui est éco-responsable, c'est-à-dire qu'on monte, puis là, je vais prendre un gros anglicisme, on monte des palettes. Ouais. On fait des grosses piles d'à peu près 1 tonne métrique de livres. Et ça, on fait quelques dépôts par année avec une entreprise qui est la Kruger pour le moment. Et puis, ils viennent, on remplit le camion et ils vont porter ça. Et ça, c'est recyclé. Okay. Donc, on est éco-responsable. La situation qu'on vit présentement, elle est différente parce qu'au niveau des compagnies qui viennent, vers qui on peut envoyer le papier, il y en a quelques-unes au Québec, très peu. Et nous, on avait un petit ristourne là-dessus. C'était intéressant pour un organisme. Okay. Mais là, il n'y a plus de ristourne et ils ne prennent plus les livres. Donc, nous, on est pris présentement avec 27 tonnes. Hein? Oui, 27 tonnes de livres. Quoi avec ça? Bien là, pour le moment, ils sont entreposés dans le hangar, sont palettisés et tout, mais on ne trouve pas une entreprise qui peut, soit qu'on a les porter dans le camion, soit qui amène le camion, puis ça, puis on soit obligé de défrayer. Parce que nous autres, ça nous permettait d'avoir un petit revenu, mais là, il n'y a plus de revenu. Les entreprises ne prennent plus oh boy, les c'est livres. Un enjeu, ça. Et même avec Compo Richelieu non. ou non? Non, il y a une limite, donc on ne peut pas. Ah, ouais. Fait qu'on se retrouve dans une situation comme ça où là, on a un de nos administrateurs qui essaye de faire des démarches pour trouver avec d'autres entreprises. Là, voulez-vous que les gens aient encore vous porter des livres? Oui. OK. Oui. Parce qu'on peut toujours se faire de la place au niveau des livres qui seront à recycler. Puis il y a quand même un très, très bon roulement à l'intérieur du petit commerce, là, du centre du livre. Parce que les gens vont acheter des livres là, oui. à bas prix. Là. Oui, à très, très bas prix. Mais on n'a pas juste des livres. C'est parce que souvent, les gens ne le savent pas. On a aussi des CD, on a des DVD. Il y a certains jeux vidéo qui existent encore. On a des collections aussi. Les collectionneurs de... Je pense à ce que j'ai vu tantôt en passant. Collectionneurs de livres de Star Trek. Bien, on en a une collection complète. On fait des rabais. Il y a des fois qu'on fait des prix de groupe. On a des collectionneurs qui viennent. On a des gens qui sont vraiment là, des passionnés et qui repartent avec 10 caisses de livres. Donc, nous, ça nous permet de faire une belle rotation. Mais à un moment donné, ce qui doit être recyclé, on ne peut pas le mettre sur le toit. Là. Il faut vraiment faire quelque chose pour être capable de passer au travers. Et ce n'est pas notre intention de jeter des livres. Au contraire, si on peut leur donner une seconde vie à ce niveau-là et que ce soit réutilisé, tant mieux, c'est le but. Donc, on peut continuer de donner des livres, on peut continuer d'aller, bien sûr, en acheter. Vous continuez, bien sûr, vos cours d'alphabétisation ou de francisation. Donc, les services sont maintenus. Oui. Puis, au niveau du financement? Financement, c'est difficile parce que
Il y avait très peu d'informations sur le type de financement, par exemple par projet. Financement à la mission, j'avais des gens qui étaient plus ou moins à l'aise à la connaissance de ça. Donc, nous, présentement, on est seulement financé par le ministère de l'Éducation. Mais il y a d'autres budgets à aller chercher. Fait que c'est le bonheur de mon expertise qui a fait comme ah oui, on peut aller là, on peut aller là. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Quand je parlais de restructurer, c'est aussi à ce niveau-là. Mais évidemment, aller chercher du financement, c'est difficile. Mais bon, on a une belle envie de réussite, donc on y va là. En terminant, démarrer un nouvel emploi quand on est en temps de pandémie, c'est pas simple. Ah, mais c'était tellement agréable. Moi, j'ai perdu mon emploi à cause de la pandémie. Ah oui? Je travaillais à Montréal dans un organisme qui s'occupait de prévention de drogue dans les événements. Plus d'événements, on s'entend, plus d'emplois. Alors, moi, j'ai passé 6 mois à faire des entrevues et tout, à fermer chez moi, à tourner. C'est Félix Leclerc qui disait Tu veux tuer ton homme, empêche-le de travailler. J'étais vraiment rendue là. Et quand j'ai vu ça, ça a passé sur une page Facebook, puis j'ai fait là, le CV, la lettre et tout, ça s'est joué dans une semaine. Fait que c'était pour moi une occasion extraordinaire, surtout de revenir travailler ici, avec tous les contacts que j'ai. Vous connaissez le milieu? Très, très bien, très, très bien. Fait que c'était vraiment un bonheur. Manon Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. Puis longue vie, bien sûr, à la porte ouverte. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. Vous vous rappelez de camion André Boucher, boulevard Saint-Luc, dans le secteur Saint-Luc? Bien là, évidemment, ça va être... on a un gros projet domiciliaire. Il y a une séance d'information avec le promoteur le 11 novembre à 19h. On doit s'inscrire parce qu'avec la pandémie, tout ceci se fait de façon virtuelle. Mais si vous habitez le secteur, vous avez de l'intérêt pour savoir un peu ce qui va se passer au niveau du projet, on vous invite bien sûr à vous inscrire. À demain. Bye-bye.